Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui, il sera notamment question de mobilité douce et d'une passerelle qui relie Nyon à Prangin, mais aussi de végétalisation urbaine. En sport, Audrey Henné nous parle rugby, retour sur les entraînements et les objectifs de l'école de rugby de la Côte. En culture, enfin, place au Ghost Festival, un festival fantôme à la rescousse des musiciens suisses. Bienvenue dans la quotidienne du mercredi 27 janvier. Les communes de Nyon et Prangin souhaitent être reliées par une passerelle de mobilité douce et améliorer l'accessibilité des piétons et cyclistes. Elles soumettront chacune à leur législatif une demande de crédit destinée aux études détaillées. La passerelle pourrait être mise en service d'ici 2025. Ce qui va être construit, c'est une passerelle mode doux qui reliera la cour des marchandises jusqu'au pont de la Redoute, donc à quelques mètres du territoire pranginois. Cette passerelle, mais ces passerelles, puisque nous parlons de la passerelle Nyon-Prangin, mais aussi de la passerelle Bois-Bougie, s'inscrivent dans les mesures d'agglomération de deuxième génération. Nos municipalités respectives considèrent ce projet de mobilité douce en faveur des vélos et des piétons comme emblématique au sein de leur politique climatique respective. C'est un projet prioritaire. Pourquoi ? Parce que la mobilité est un axe majeur qui permet d'agir en faveur du climat. Je ne vous l'apprends pas, 24% des émissions de CO2 sur le territoire Nyon-Prangin, urbanisé Nyon-Prangin, proviennent de la mobilité. Pour la passerelle Nyon-Prangin, nous sommes à des montants aujourd'hui d'à peu près 6,3 millions. Mais finalement, l'important, c'est le nombre de cofinancements que nous avons réussi à obtenir, tant de la part de la Confédération que du canton. Et 50% de l'infrastructure sera cofinancée par la Confédération et le canton. Et puis, pour les montants restants, seront partagés à part équivalente entre la commune de Prangin et la commune de Nyon, ce qui fera pour la passerelle Nyon-Prangin un montant d'1,6 million. Pour une telle infrastructure, je pense que ça défie toute concurrence. C'est une intercommunalité dans le sens où nous avons travaillé ensemble pour venir avec ce projet qui permet aujourd'hui un cofinancement à 50-50, mais c'est aussi un projet bien évidemment qui s'inscrit dans une planification supérieure, qui va bien au-delà des frontières de nos deux communes, qui s'inscrit dans cette planification qui vise à ce que nous accueillons au sein de nos communes et des communes du périmètre compact d'agglomération Grand Genève, c'est 9 communes du district, 9 centralités autour des gares, la plus grande partie de la croissance démographique, une croissance démographique qui est prévue, qui est imaginée à grosso modo 30 à 35% à l'horizon 2030-2040. Cette infrastructure sera finalement le trait d'union entre nos deux communes. Elle bénéficiera tant aux habitants de Nyon qu'aux habitants de la commune de Prangin. Elle permettra aux habitants de la commune de Prangin de rejoindre la plateforme gare de manière très efficace. Et puis, évidemment, nous sommes, nous, ville de Nyon, ravis que finalement notre centre-ville ne soit plus qu'un jet de pierre de la commune de Prangin. Donc c'est bon pour la mobilité, mais aussi pour le commerce, pour le loisir, pour le tourisme. Savez-vous planter à la mode nyonnaise ? Avec sa stratégie de végétalisation urbaine, la ville souhaite établir un plan pour savoir quoi planter, où et comment. Des objectifs à définir si le conseil communal accepte le crédit d'études de 180 000 francs du préavis municipal. C'est un préavis qui vient suite à la réponse d'un postulat, d'une demande d'un postulat au conseil communal. Et l'objectif, c'est de créer un document, une stratégie de biodiversité, une stratégie de végétalisation pour la ville de Nyon, pour l'entier du territoire de la ville de Nyon. On va analyser tout ce qui concerne en fait la végétalisation, les îlots de chaleur, la perméabilité des sols, ces différents éléments d'environnement sur la ville. La municipalité a déjà pris un certain nombre d'actions et travaille déjà dans ce sens-là, mais maintenant il y a vraiment une vision globale. D'ici la fin de l'année 2021, on devra avoir cette stratégie de la végétalisation en coordination et dans le cadre de Nyon 2040, puisque Nyon 2040 englobe plusieurs thématiques, que ce soit le plan lumière, stratégie de végétalisation et ces différents outils de réflexion pour la ville.
Mardi passé, l'école de rugby de la Côte s'est retrouvée à la salle des Perrets à Gland pour son premier entraînement de l'année 2021. Le but, préparer les joueurs et joueuses à la validation d'un passeport U14. Alessia, Néo, bienvenue sur ce plateau sport. Bonjour, merci. Néo, on va commencer avec toi. Capitaine de l'école de rugby de la Côte. Donc, tu as commencé le rugby à l'âge de 8 ans. Tu as déjà participé au tournoi de Monaco à 2 reprises. C'était en 2018 et 2019. Un tournoi qui a été annulé l'année passée et qui reste en stand-by cette année. Comment s'est passé l'entraînement pour toi? L'entraînement, il s'est très bien passé. Malgré qu'on soit en salle. Et voilà. Alors, justement, quelle est la différence entre un entraînement à l'intérieur ou à l'extérieur? La différence, c'est qu'à l'intérieur, on fait plus de renforcement musculaire et on travaille plus la technique qu'à l'extérieur. Est-ce que tu te sens frustré à cause du Covid en ce moment de devoir t'entraîner qu'à l'intérieur ou est-ce que c'est juste différent? Non, déjà qu'on a beaucoup de chance de pouvoir s'entraîner, je ne me plains pas qu'on soit à l'intérieur. Alors, c'était ma prochaine question. Donc, est-ce que tu te sens privilégié de pouvoir continuer à t'entraîner? J'ai eu des footballeurs en plateau hier qui sont passés, qui eux restent privés de leur sport. Est-ce que tu es content de ton côté de pouvoir continuer à jouer au rugby? Oui, je suis très content de pouvoir quand même jouer malgré le Covid et tout ça. Alors, en ce qui concerne la validation de ce passeport U14 dès avant, on le répète, qui a été mis en place par la Fédération suisse de rugby, on aimerait comprendre en quoi il est important. Et pour ça, je vous propose de regarder un extrait de votre directeur sportif. Ça se passe par là. C'est vraiment la base, donc de savoir se tenir sur le terrain, savoir pousser, savoir vraiment se tenir. Simplement, la posture est vraiment très très importante pour un joueur de rugby. Ça amène en même temps de la force, après de la vitesse, ça amène beaucoup de choses. Donc bien sûr, c'est vraiment important pour lui qui passe par des entraînements comme cela. Alors Néo, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les éléments que tu dois réussir à passer pour obtenir cette certification? D'avoir une bonne position pour pousser, justement, et avoir un bon renforcement musculaire. D'accord. Donc, on parle de tests physiques, tests techniques également. Et puis, quand est-ce que ces tests seront finalement validés? En début mars. D'accord, qui correspond à votre début de saison. Oui. C'est juste. Alessia, on va passer à toi. Donc, toi, tu es une ancienne joueuse de la Côte U15. Peut-être un petit commentaire sur Néo pour commencer. Qu'est-ce qui fait que Néo est un bon capitaine d'après toi? Alors déjà, j'ai joué avec lui à la sélection de Monaco. Et puis à l'ancien entraînement du coup de mardi, je me suis un peu entraînée avec eux. Et ce qui est bien dans lui, c'est qu'il a un fort caractère et puis il guide bien l'équipe. C'est vraiment le leader, je dirais. Alors, leader, oui. Leader de ton côté aussi, puisque toi, tu as commencé le rugby à l'âge de 12 ans, donc assez récemment au final. Tu t'orientes, toi, par contre, vers une carrière rugby professionnel avec une structure sport-études. À ton palmarès, tu as notamment la Spartan Race que tu as remportée à Hawaï en 2019. Donc voilà, le rugby en sport mix, de ton côté, est-ce que ça représente un nouveau challenge? Alors, tout d'abord, on ne parle pas beaucoup du rugby féminin. Et là, c'est hyper. Je trouve ça bien qu'on parle un peu du rugby féminin. Comme ça, les gens ils voient qu'il n'y a pas que les garçons qui font du sport, je dirais, de combat, par exemple. Et je trouve ça bien, oui. Mais est-ce que jouer avec des garçons, est-ce que c'est pas un énorme challenge? Pour moi, sincèrement, je préfère jouer avec les garçons que les filles. Je m'entends mieux, je sais pas, j'ai un meilleur feeling. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment solitaires ensemble. Mais est-ce que physiquement, les filles ont réellement les mêmes capacités en rugby que les garçons? Ou comment on mesure ce genre de différence? Alors, tout dépend de chaque personne, mais je dirais plutôt que les filles, on est plutôt un peu... Enfin, ça dépend quelle fille, mais les filles, des fois, on est plutôt... Soit on est vraiment dans le jeu, soit on est un peu à part et on évite un peu. D'accord. Est-ce que le côté stratégique, c'est les joueuses de basket du lundi qui m'expliquaient que le côté stratégique ressortait un petit peu plus chez les filles que chez les garçons notamment. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça s'applique au rugby? Oui, je dirais que des fois, les filles, on réfléchit un peu plus de ce qu'on va faire dans l'action future. Très bien. Actuellement, tu t'entraînes donc 2 fois par semaine à Nyon, en mixte, 1 fois par semaine en France avec les filles. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail? Le mercredi, du coup, 1 fois sur 2, je joue avec les filles U18 et un autre mercredi, je joue avec les garçons minimes au Yona en France.
Très bien. Et donc, on parle de la France, puisque la France est un petit peu la référence pour le rugby. Comment ça se fait? Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais faire une carrière quand même rugbystique. Et du coup, mon papa, il connaît déjà beaucoup de personnes en France. Et ces personnes peuvent beaucoup m'aider à m'intégrer dans une académie. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire, ouais. Ton papa, qui est donc le directeur sportif du club de Nyon, on le rappelle. Néo, peut-être, pour en revenir à toi, un petit commentaire sur Alessia. C'est une très bonne joueuse, qui a un bon mental et qui est assez forte et qui sait aussi bien guider ses troupes. Donc ça fait plaisir de jouer en équipe mixte. Oui. Vos projets pour tous les deux, ces prochaines semaines, mois, qu'est-ce qui se passe dans votre agenda rugby, Néo? Moi, je vais continuer les entraînements et voilà. La certification, on en a parlé oui, avant. Aussi, l'affaire. Et puis la rentrée. Et puis ce tournoi, donc en stand-by à Monaco, est-ce qu'on a des nouvelles? Quand est-ce qu'on aura des nouvelles? Quand est-ce qu'on aura une confirmation? Bah là, on ne sait pas grand-chose. L'idée, ce serait de vous y retrouver tous les deux? Bah, moi, je ne peux plus y aller vu que je suis trop âgée maintenant. Et, Moi aussi, je ne peux plus y aller. On ne peut plus. D'accord. C'est dommage, ouais. Et un camp en France, Néo, il me semble que ça, c'est aussi un de tes projets. Est-ce que ce camp, il va être confirmé et qu'est-ce que tu attends de ce camp? Ce que j'attends de ce camp, c'est de pouvoir m'améliorer et d'avoir des conseils des coachs justement français et de me renforcer aussi musculairement. Excellent. Néo, Alessia, merci d'être venue nous voir sur ce plateau sport de NRTV. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de votre carrière en rugby. Ciao. Merci. Merci. Le Ghost Festival vient en aide aux musiciens qui ne peuvent plus se produire sur scène avec ses 2 jours de concert les 27 et 28 février et quelques 1300 personnes du monde artistique réunies sur une même affiche. La programmation fait rêver, sauf que tout est fictif, sauf la billetterie. Élodie Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable presse pour la Romandie au Ghost Festival. En quelques mots, qu'est-ce que c'est le Ghost Festival ? Le Ghost Festival, c'est né d'une idée d'une association qui s'appelle le Ghost Club, des personnes actives et actives dans la musique ou simplement mélomanes qui se sont dit, tiens, si on faisait un festival de fantômes, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur une action de solidarité, donc vraiment offrir la possibilité aux gens de soutenir la scène suisse et surtout, du coup, de visibiliser aussi la situation hyper précaire des artistes en Suisse depuis le début de la pandémie. Autrement dit, une programmation qui fait rêver, des têtes d'affiche que tous les festivals vous envient. C'est vrai que la programmation est assez belle. On aurait pu encore rajouter plein de noms. C'est vrai que la programmation, elle s'est construite comme une programmation se construit, c'est-à-dire par connaissance, par conviction, par bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'on est assez fiers de cette programmation qui est belle et variée, et surtout qui est suisse, 100%. Avec aussi des groupes de toutes les régions linguistiques. Une programmation riche et belle, des affiches qui existent, des vidéos. En gros, tout y est sauf le festival en lui-même. J'imagine qu'à l'avenir, l'idée, ce serait de le rendre vivant. Oui, il y a vraiment une volonté justement de créer un festival l'année prochaine. On verra si ça se fait, on verra si c'est possible. Mais je pense qu'il y a toute une équipe qui s'est constituée et l'envie probable de faire perdurer ce projet. Pour revenir à cette édition, le but, c'est finalement aussi de redistribuer l'argent que vous allez récolter. Comment ça se passe ? Alors, toutes les recettes de la billetterie sont redistribuées en fait aux artistes directement et à parts égales. Donc, qu'on soit tête d'affiche ou groupe émergent, c'est la même chose. Et en fait, quand on a dû s'inscrire pour le festival, on inscrivait aussi tous les membres de son équipe. C'est-à-dire aussi que c'est une manière de dire, il n'y a pas que un ou une leader sur scène, il y a aussi toutes les équipes qui travaillent avec, managers, manageuses, techniciens, techniciennes, etc., etc. Donc voilà, vraiment tout est réparti à parts égales. Donc vraiment, si vous achetez un billet, ça va directement dans la poche des artistes. Ouais. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Combien de billets ont déjà été achetés ? Alors ça, je ne peux pas vous dire le nombre exact. Par contre, ça fonctionne bien et toute l'équipe est vraiment très, très contente de l'engouement, de l'enthousiasme et du soutien de la population.
J'aimerais qu'on parle de manière un peu plus personnelle parce que vous-même vous êtes artiste, on vous connaît sous le nom de Billy Bird. Alors la crise a mis évidemment en avant cette précarité qui était déjà existante du côté du monde artistique. En Suisse, qu'est-ce qu'il faut changer pour que les artistes aient un réel statut selon vous? Eh ben, créer un réel statut, en fait, au niveau administratif. Je pense qu'il faut vraiment aller vers un statut qui est beaucoup plus clair au niveau administratif, avec des aides. On a parlé du revenu inconditionnel. C'est clair que c'est une possibilité qui pourrait fonctionner. Je pense que ça aurait soulagé beaucoup d'acteurs et d'actrices culturelles. Mais là, il y a, grâce ou à cause de la pandémie, il y a tout un groupe qui s'appelle la Task Force Culture qui s'est construite justement pour parler de ces problématiques. Et il y a vraiment plein d'initiatives qui sont en train d'être construites pour pouvoir justement faire avancer le statut des artistes. De manière personnelle, est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Déjà, je peux pas vraiment faire mon travail. Enfin, je peux pas faire mon travail parce que la plus grande partie de mon travail, c'est faire des concerts. Et c'est comme ça que je gagne de l'argent pour pouvoir ensuite réinvestir cet argent pour pouvoir engager des gens pour enregistrer. C'est vrai que moi, en début 2020, j'avais commencé l'enregistrement de mon disque. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai investi beaucoup de temps sur les enregistrements. Mais voilà, c'est vrai que toutes les dates ont été annulées. Et puis, c'est pas juste en fait des dates isolées qui sont annulées. C'est toute une dynamique en fait qu'on casse. Toutes des progressions pour plein de groupes. Donc voilà. Et puis, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi émotionnel. C'est quelle place on a dans la société. Sommes-nous utiles ou pas? Sommes-nous dispensables ou pas? C'est vrai que c'est pas simple. Je trouve on est les premiers à avoir dû arrêter, on sera les derniers à recommencer, je pense. Du côté du point de vue créatif, justement, est-ce que ça vous a permis quand même de créer ou est-ce que c'était trop compliqué dû à toute l'ambiance? C'est assez complexe. Je dirais pas que j'ai passé des journées et des nuits entières à composer seule chez moi. C'est vrai que je suis partie travailler avec un musicien au Tessin pour faire mon disque. J'ai beaucoup travaillé là-bas, en fait, à deux, parce que j'étais dans un cadre aussi avec quelqu'un, parce que je savais que le lendemain, j'allais enregistrer ce morceau. Donc, ça m'a motivée parce que, voilà, il faut des deadlines. Moi, j'ai composé beaucoup aussi en sachant que j'avais des concerts, que je pourrais les essayer. Donc, voilà, maintenant, je suis actuellement de nouveau en train de composer, mais je le fais pour d'autres. Donc, en fait, voilà, là, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que pour moi-même, ça a été une période un peu où j'aurais voulu avoir une routine de composition. J'ai eu des routines par rapport à mon travail, certaines choses, mais ça a un peu cassé le rythme et l'enthousiasme chez moi quand même. Mais je reste optimiste et là, j'ai pas mal de projets qui reprennent. Et puis, ce projet de disque, ça me réjouit beaucoup. Ouais, et on souhaite pouvoir vous écouter tout prochainement. Élodie Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est tout pour la quotidienne du 27 janvier. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.